exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire est composé du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes et de l'ensemble des cours et tribunaux. Et je pense que si on parle de justice dans un État démocratique, ici, il s'agit de cette justice-là, de cette justice étatique qui peut être concurrencée par d'autres formes de justice sociétale qui existent. Mais en fait, dans le cas de l'État de droit, c'est cette justice-là qui s'impose aux citoyens, aux individus, aux particuliers globalement. Rendre la justice avec rigueur, dignité ou encore humanité, telles sont les missions dévolues à l'institution judiciaire. Des missions qui la placent au cœur des institutions régaliennes de l'État. Encore désigné sous l'appellation de pouvoir judiciaire, le secteur qui regroupe plusieurs professions contribue au respect des principes de légalité et d'égalité des sujets de droit. Il fait de l'administration de la justice la pierre angulaire de ses actions. La démocratie tire l'une de ses forces d'organisation de cette institution au sein de laquelle interviennent plusieurs acteurs. On a vu récemment les développements récents de l'actualité politique a mis en avant ce secteur qui est confronté, comme beaucoup de gens le pensent, à des défis. Mais il faut dire que c'est à des défis, à de très grands défis. Et je pense que c'est l'idée qui a voulu que cette réforme ait lieu, ou bien que le débat sur la réforme de ce secteur-là ait lieu. Quand on parle de la justice, il faut faire une dichotomie. D'abord la justice en tant que pouvoir judiciaire, mais aussi d'autre part la justice en tant que service public de la justice. Au plan interne, le secteur est parfois en ébullition avec des mouvements de protestation déclenchés par certains de ses acteurs, comme le syndicat des travailleurs de la justice. Les membres de ce cadre assurent le service public à côté de l'exercice du pouvoir de la justice. Des grèves répétitives ces dernières années, dont un mouvement de 70 jours il y a quelques mois, rendent compte des immenses défis auxquels il est confronté. D'année en année, ses membres égrènent de longs chapelets de doléances destinés au pouvoir public dans une perspective de réforme et de modernisation de leur secteur. La principale préoccupation actuellement, c'est la réforme statutaire des travailleurs qui a été entreprise au bénéfice des travailleurs de la justice. Cette réforme, principalement, consacrait le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans un nouveau corps des assistants des greffes et parquets. Mais depuis 2019, date à laquelle, ou année à laquelle cette réforme a été entreprise, la mise en œuvre n'est pas encore effective. Les greffiers, le corps des greffiers est à la hiérarchie A2, mais les greffiers sont toujours au niveau de la hiérarchie B2. Prenons l'exemple du tribunal du commerce. Le tribunal du commerce, qui regroupe l'essentiel du contentieux des affaires, il faut se déplacer au tribunal du commerce pour voir la salle d'audience du tribunal du commerce, qui est un garage pour se rendre compte que notre justice n'est pas digne de cela. C'est indigne du Sénégal, la salle d'audience du tribunal du commerce. Je pense que l'État du Sénégal doit prendre à bras le corps, heureusement qu'il y a un nouveau régime, pour régler cette situation-là. Dans sa globalité, mais surtout dans l'exercice du pouvoir de la justice, le secteur fait face à d'énormes problèmes de perception et au-delà de jugements parfois négatifs qui en résultent. Il est souvent sous le feu des projecteurs à la suite de différents jugements rendus, surtout qui concernent des hommes politiques. Parfois, la justice suscite un sentiment mitigé auprès des citoyens, même si certains vont plus loin, la jugeant clairement dans beaucoup d'affaires, ne pas avoir convaincu dans ses décisions en ne donnant pas de gage suffisant d'avoir rendu le droit. Imaginez ñoom ñu ne ñu ngi topp ay nit ñu jàpp néew di doole bi bàyyi ka xam ne tamit moom mu ngi toog biram ngir lan ngir parce que autorité la. Ce qu'on attend de la justice, c'est qu'elle soit à équidistance du pouvoir et du peuple. Qu'elle rende la justice telle qu'elle doit être rendue, c'est-à-dire neutre, ni pour le pouvoir, ni pour les autres, mais que ça soit une justice qui soit vraiment pour les justiciables.
il y a eu des dérives, des formes d'injustice décriées, visibles, mais il y a également que ce qui a balafré un peu l'image du Sénégal, mais encore, il n'y a qu'au niveau du quotidien des Sénégalais, il y a ce qu'on a appelé à un moment donné Kouma Amdei, Kouma Mundei. Donc quand dans un pays on considère que certains ne sont pas justiciables, ils bénéficient d'une impunité totale, alors que d'autres sont victimes d'une justice disproportionnée, ça pose de très sérieux problèmes de régulation du vivre ensemble. La principale source de difficultés qu'on a notée, et cette instrumentalisation de la justice ne date pas seulement de 2021, on l'a noté même durant les régimes passés, on a beaucoup noté une instrumentalisation de la justice pour limiter la candidature de certains candidats en partis politiques ou bien des ténors politiques. On l'a vu avec beaucoup de cas, Karim Wade, Khalifa Sall, avant même d'en arriver au cas de Ousmane Sonko. Et on avait désigné ça comme une forme d'instrumentalisation de la justice pour empêcher à des candidats sérieux de postuler aux élections. Aujourd'hui, la perception, c'est que cette justice-là, c'est une justice à deux temps, c'est une justice à deux vitesses, c'est une justice qui peut être partielle ou partiale. C'est l'idée que les gens ont maintenant. Cette idée-là peut ne pas correspondre typiquement à la réalité, mais en tant que praticien, en tant qu'enseignant, on considère que même du point de vue des textes, on a beaucoup d'efforts à faire. On a beaucoup d'efforts à faire pour performer, pour renforcer ce secteur-là, qui en dernier lieu, comme l'a montré les derniers événements, est le dernier rempart qui permettent de maintenir l'état de droit. Vous prenez par exemple le nombre de magistrats. Nous sommes en déficit par rapport à beaucoup de pays avec qui nous sommes à égalité en matière de population. Vous prenez les greffiers, ils vous diront nous sommes en sous-nombre. Vous prenez les notaires, nous sommes à environ 50 notaires ou un peu moins. Les huissiers de justice, même chose pour une population de 18 millions d'habitants. Les avocats, n'en parlons pas. Si nous prenons les avocats, par exemple, on peut dire qu'ils sont à 300 et quelques. Pour 18 millions d'habitants, beaucoup moins que les magistrats. Or, vous ne pouvez pas construire une société démocratique où les droits sont bien défendus si vous n'avez pas assez de défendeurs. Beaucoup de difficultés à appréhender positivement les signaux émis dans l'administration de la justice sont relevés par divers acteurs ou de simples citoyens. Un ensemble de tares congénitales au système judiciaire est pointé du doigt sur différents contextes en termes aussi bien de textes que de comportements et de libertés. Certains vont même plus loin en dénonçant les pouvoirs exorbitants du procureur. Il n'est pas admissible dans un état de droit moderne que le procureur, autorité de poursuite, puisse poursuivre et décerner un mandat de dépôt. D'où la nécessité de créer un juge des libertés et de la détention. Le procureur n'a pas pour vocation de placer quelqu'un sous mandat de dépôt. C'est complètement archaïque, c'est dépassé. C'est un abus d'autorité. Il faut réformer cela. Le procureur doit poursuivre et le procureur doit avoir les moyens de poursuivre. Mais pas de placer sous mandat de dépôt. Maintenant, le procureur peut requérir le placement sous mandat de dépôt. Mais il faut créer un juge des libertés et de la détention, qui est un magistrat indépendant, qui va apprécier souverainement est-ce que la demande du procureur est fondée, oui ou non, dans un débat contradictoire. Au Sénégal, en matière pénale, il faut obligatoirement encadrer les pouvoirs du procureur. On ne parlera pas de les diminuer parce qu'un procureur, il doit être fort, parce qu'il nous protège, c'est lui l'avocat de la société, mais ces pouvoirs doivent être encadrés. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs du procureur au Sénégal n'ont de limite que la volonté de ses supérieurs hiérarchiques, ou sa propre volonté. Sinon, personne ne peut l'arrêter, il peut faire tout ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux. Prenons par exemple la question pénale au Sénégal.
le code pénal du Sénégal a été en réalité rédigé et voté après la crise de 1962, pendant que nous étions sous le régime du parti unique. Et beaucoup de dispositions qui y sont ne sont en réalité plus conformes aux standards d'un pays qui se veut un pays démocratique. Dans le droit pénal, il y a énormément de textes qui sont liberticides. Et prenons par exemple l'article 80, il pose problème. Prenons l'article 254, il pose problème. Prenons l'article 139 du Code de procédure pénale, il pose problème. Prenons l'article 80, 180 du Code de procédure pénale, il pose problème. Et il y en a d'autres. Et cette rencontre et d'autres rencontres éventuellement nous permettront de discuter de ces textes liberticides qui ne sont pas conformes aux standards d'un état de droit moderne. Et éviter surtout que ces textes soient utilisés par un régime politique autoritaire pour bâillonner les citoyens. Ce que nous avons vécu les 3 dernières années est suffisamment révélateur de la dérive autoritaire d'un régime pour porter atteinte aux libertés fondamentales des citoyens. D'autres facteurs ne sont pas jugés propices pour rendre une décision de justice impartiale, comme la gestion des affaires avec des organes dans lesquels siège l'exécutif. À ce sujet, le Conseil supérieur de la magistrature suscite des réserves dans sa composition actuelle et son fonctionnement, de même que le Conseil constitutionnel. L'absence de moyens ne contribue pas à la mise en place d'un service de la justice de qualité. Dans tous les corps, le déficit est jugé criard entre le reste surmontable, surtout pour les victimes. Nous juger, dañu war di dem tamit du xol waruñu yem rek ci nu mu tuju ci pénitencier dañu war dem xol détenu yi parce que tamit durée bi inscription bi durée bi day yàgg am ñoo xam ne tamit aussi yow imagine yow nga téye nit ki après nga bàyyi ko te leer na la ne kii nii am na soutien de famille am ñu nekkoon ci ginnaawam nga bàyyi ko wane ni après tribunal ne deful dara temps bu mu def yépp waroon na ci avancé léegi loolu lépp da koy perdre. dafa am ñoo xam ne tam dañ leen di jàpp ba jour jugement ñu ne la yoon toppeewul la dara loolu man bu ma sañoon état Sénégal bii ak beneen buy war mën a ñëw soo jàppee nit 2 mois sax te deful dara nga ne deful dara war nga ko dédommager ndax su ñëwee su génnee ci dëkk bi am na nuñ koy xoolaatee ci société bi kii dafa def kii sàcc la kii jaaykatu yàmbaale kii agresseur la te or ko xëy na sax du loolu dogal la ak war a dugg kii rek yàlla tuddoon na ko avant ngay ñëw ne kii ala kulli yàlla day dugg prison léegi yow soo génnee prison rek dañ lay xoolaatee beneen bët yooyu yëpp tam war nañ ci taxaw seetlu. On peut voir au Sénégal des gens qui sont détenus depuis des années sans être jugés, alors que l'instruction est terminée depuis longtemps et qui sont en attente de jugement. Ça, on l'a déploré. Mais durant ces 3 années, effectivement, cela a été motivé pour des raisons politiques. Les gens ont même opéré ici des détentions préventives. Les gens qui n'ont rien fait, on vient les arrêter pour dire, voilà, il y a des risques de troubles à l'ordre public. Ce n'est pas parce que le président de la République est membre du Conseil supérieur de la magistrature que les magistrats ne sont pas indépendants, surtout du siège. Au Sénégal, les magistrats du siège ont une indépendance fonctionnelle. C'est incontestable. Maintenant, l'indépendance, elle ne se proclame pas, elle s'assume. L'indépendance, au-delà des questions de texte, est une question de vertu et de valeur personnelle. Il appartient aux magistrats du siège de prendre leurs responsabilités. Au-delà des articles, il y a aussi la pratique. Je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques qui existent dans le secteur de la justice et aujourd'hui qui sont fortement décriées. Ce sont les retours de parquet qui, jusqu'à plus en plus informés, ne bénéficient pas de base légale. En termes de dispositions, aujourd'hui, par exemple, la composition du Conseil constitutionnel est une des problématiques. Malgré les failles reconnues dans l'ensemble des instruments mis en œuvre, certains s'acquittent de leur travail avec rigueur et sans parti pris. On a vu durant les événements politico-judiciaires, 2 magistrats du siège ont pris leurs responsabilités dans une période de haute tension.
À Ziguinchor, on a vu un président du tribunal d'instance prendre ses responsabilités et rendre une décision malgré toute la pression. C'est pour dire que les magistrats ont les moyens textuels pour être indépendants. Le problème, c'est d'assumer un magistrat du tribunal d'instance de Ziguinchor dans une période de haute tension politique ou politico-judiciaire a pris ses responsabilités à rendre une décision. Au tribunal d'instance de Dakar, un magistrat également dans une période de haute tension, toujours c'est la même période, a pris ses responsabilités à rendre une décision librement. Donc les magistrats du siège sont libres. Le parquet qui dépend hiérarchiquement de la chancellerie, du pouvoir politique, qui pose problème fondamentalement. Parce que le parquet sénégalais a énormément de pouvoir, a des pouvoirs exorbitants qu'il faut revoir, il faut rééquilibrer les pouvoirs du parquet pour qu'il soit conforme à un état de droit moderne. Pour une administration de la justice qui répond aux exigences des sociétés modernes et reflétant le niveau de démocratie du Sénégal, des réformes de l'ensemble de l'institution judiciaire sont indispensables et urgentes, comme le souhaite le président de la République. Elles doivent viser à apporter des solutions à ce que nombre d'acteurs identifient comme étant des failles et qui minent le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Dans cette dynamique, de nombreux cadres d'études ont été mis en œuvre pour réfléchir sur des axes par divers organismes, surtout de la société civile. De multiples pistes sont énoncées allant de l'indépendance statutaire des juges à la suppression de ce que beaucoup appellent l'injusticiabilité du pouvoir politique, en passant par l'inamovibilité des juges, l'indépendance financière du pouvoir judiciaire ou encore le changement du nom du Conseil supérieur de la magistrature. L'hyperprésidentialisme, c'est ce qui permet au président d'avoir une mainmise sur la justice et sur l'Assemblée. C'est là où il y a des dérives. Donc, c'est les deux qu'il faut mettre ensemble. Et l'hyperprésidentialisme et la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'hyperprésidentialisme et la justice peut être libérée. Il faut moderniser les tribunaux. Il y a un programme qui a été entamé, mais il faut qu'on aille plus loin. Et cela nécessite des moyens. C'est impératif, c'est une nécessité absolue de moderniser aujourd'hui le fonctionnement de la justice en la digitalisant. Mais cela nécessite des moyens. Ensuite, réformer les textes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des textes qui ne sont plus conformes à un état de droit moderne, des textes complètement dépassés, vieillots, qui relèvent d'une pratique ou d'une conception même coloniale de la liberté. N'oublions pas que notre texte de droit pénal date de 1965, automatiquement immédiatement après les indépendances. Donc, notre code pénal et notre code de procédure pénale est un vestige du droit colonial. Donc, il faudrait que ce texte soit revu de fond en comble pour nous permettre d'avoir un texte de droit pénal, un texte de procédure pénale conforme aux standards internationaux. Il faut parler maintenant de la modernisation du service public de la justice. Nous sommes à l'heure de la numérisation, nous sommes à l'heure de la dématérialisation. Donc, il est temps que aussi que les autorités aillent dans le sens de dématérialiser les procédures. Pour rendre la justice beaucoup plus performante, il faut aller dans deux sens. Le premier, c'est l'indépendance de la justice. Vous savez qu'on a une justice héritée des colons, une justice qui a un héritage colonial, répressive. Répressive, le code pénal date de 1965, je pense. Donc ça, il faut réformer le code. Beaucoup de dispositions du code sont des dispositions parfois qui ont été introduites pour limiter les opposants ou bien les manifestations, les dispositions liberticides, il faut les extirper du code. Mais également l'intrusion de l'exécutif sur dans la justice, dans le fonctionnement de la justice. Les réformes sont à plusieurs niveaux. Les réformes peuvent porter sur l'administration, la gouvernance du secteur de la justice, j'en ai parlé tantôt. Les réformes peuvent porter sur, par exemple, les textes qui régissent pas la justice, mais l'administration du contentieux. Je vais parler du code de procédure pénale.
et du code pénal. Aujourd'hui, il y a certaines dispositions, par exemple, qui est l'article 159 du code pénal, exige que, par exemple, pour certaines infractions, le fait de mettre systématiquement la personne sous mandat de dépôt. Il est nécessaire, impératif même, qu'on puisse rééquilibrer, qu'on puisse aller vers un état de droit, là où tous les hommes sont égaux devant la loi, là où tous les hommes sont assujettis au respect de la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, c'est très important qu'on puisse réformer la justice, qu'on puisse aller non seulement vers le rééquilibrage des pouvoirs, parce que, comme disait l'autre, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Lorsque dans un pays, un pouvoir ne peut pas en arrêter un autre, évidemment, il y a forcément des dérives. Mais d'autre part, il faut qu'il y ait entre les citoyens une justice à la fois distributive, une justice qui permette évidemment l'équité dans la société et qui permette à tous de vivre tranquilles, parce que les relations dans le vivre ensemble sont assujetties évidemment aux lois. La modernisation de la justice passe par des réformes. Rejoignez-nous sur www.lonas.bet et téléchargez l'application rapidement. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Devinez quoi? Lonas.bet est enfin disponible. Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site Lonas.bet. Pariez sur les plus grands championnats sportifs au monde, comme le football, le basketball, le handball et bien plus encore. Où que vous soyez, faites vos paris et augmentez vos chances de gagner. Profitez d'un mode de paiement simple et efficace avec Orange Money. Rejoignez-nous sur www.lonas.bet et téléchargez l'application rapidement. Jeu interdit aux moins de 18 ans.